Le moniteur cardiaque accélère. Les mains gantées tremblent légèrement au-dessus du champ opératoire. Le chirurgien lève les yeux vers l'anesthésiste. Un regard qui dit tout. On n'a jamais vu ça. Sur la table, inconsciente, Marion, 34 ans, professeure de mathématiques. Son abdomen ouvert révèle quelque chose que les manuels médicaux décrivent, mais que peu de médecins voient dans toute leur carrière. Son utérus s'est retourné. Pas après un accouchement. Pas après un traumatisme. Juste, retourné. Le chef de service recule d'un pas, retire ses lunettes d'un geste nerveux. Appelez le bloc d'accent grave côté. Ils doivent voir ça. 2 heures plus tôt, cette femme faisait ses courses. Maintenant, elle était au bord d'une hémorragie massive que personne ne savait arrêter. Comment est-on passé d'une journée ordinaire à l'un des cas les plus rares de la gynécologie moderne? Mais ce que personne ne savait encore, c'est que le pire était à venir. 3 semaines avant cette nuit aux urgences, Marion était chez elle, pliée en deux sur le canapé. La douleur n'était pas nouvelle. Elle durait depuis des mois. Des crampes intenses, presque insoutenables. Des saignements irréguliers qui la réveillaient la nuit. Une pression constante dans le bas-ventre, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Au début, elle avait pensé que c'était le stress. Son travail au lycée était épuisant. Les élèves de terminale préparaient le bac. Les réunions s'enchaînaient. Les copies s'accumulaient. Mais la douleur ne partait pas pendant les vacances. Elle empirait. Marion avait 34 ans. Elle vivait seule depuis sa séparation 2 ans plus tôt. Sa sœur, Camille, était sa seule vraie confidente. Un soir, Camille l'avait trouvée recroquevillée dans la salle de bain, le visage livide. « Marion, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu vas voir un médecin. Maintenant. » Le lendemain, Marion avait pris rendez-vous avec son médecin traitant. Le docteur Moreau l'avait examinée rapidement. Palpation abdominale, quelques questions de routine. Vous avez probablement des fibromes. C'est très fréquent. On va faire une échographie de contrôle, mais je ne pense pas que ce soit grave. Marion avait hoché la tête, rassurée. Elle voulait croire que ce n'était rien. L'échographie, 2 semaines plus tard, avait montré une masse. Mais le radiologue avait parlé de fibromes sous-muqueux. Bénin. Vous pouvez vivre avec. On surveille dans 6 mois. Alors Marion avait continué. Elle enseignait, souriait à ses élèves, cachait sa douleur derrière des antalgiques. Mais son corps, lui, ne mentait pas. Les saignements devenaient plus abondants. Certains jours, elle devait changer de protection toutes les heures. La fatigue s'installait, un voile gris qui ne levait jamais. Elle avait perdu 3 kilos en 1 mois. Ses collègues lui disaient qu'elle avait l'air fatiguée. Elle répondait que c'était la fin de l'année scolaire. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose n'allait pas. Un matin de juin, dans la salle des profs, alors qu'elle corrigeait des copies, une douleur fulgurante lui a traversé le ventre. Elle s'est levée d'un bond. Trop vite. Le monde a basculé. Elle s'est effondrée entre les tables. Ses collègues se sont précipités. « Marion. Marion, tu m'entends ?» Elle entendait, oui. Mais elle ne pouvait plus bouger. La douleur était partout, brûlante, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. Le SAMU est arrivé en 7 minutes. Les secouristes l'ont trouvée consciente, mais son visage était d'une pâleur cadavérique. Le pouls à 115. La tension à 9/5. Madame, vous avez mal où exactement? Partout, le ventre, je ne peux pas. Dans l'ambulance, une perfusion a été posée en urgence. Le paramédic surveillait les constantes comme un faucon. On fonce à Saint-Louis. Alerte gynéco. Marion murmurait entre 2 respirations saccadées. Je ne comprends pas, je n'ai rien fait de spécial. Mais son corps, lui, racontait une autre histoire. Une histoire que les médecins allaient bientôt découvrir avec effroi. Aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, à Paris, l'équipe de gynécologie a pris le relais immédiatement. Le docteur Sophie Lemaire, gynécologue obstétricienne, a examiné Marion dans la salle de déchocage. Abdomen sensible. Défense généralisée. Saignements abondants. Échographie en urgence. Sophie a posé la sonde sur le ventre de Marion.
Elle a froncé les sourcils presque instantanément. Il y a une masse, mais ce n'est pas un fibrome classique. La forme est bizarre. Elle fait pivoter l'image. Zoom. Recule. Change l'angle. Son visage se ferme. Appelez le docteur Renaud. Tout de suite. Le docteur Éric Renaud, chef du service de chirurgie gynécologique, arrive 5 minutes plus tard, encore en blouse de consultation. Il regarde l'écran en silence. Longtemps. Puis il demande une IRM en urgence. 1 heure plus tard, les images sont là. Et ce qu'elle montre glace le sang de toute l'équipe. Le docteur Renaud lève les yeux vers Sophie. C'est une inversion. Un silence glacial s'installe dans la salle. Sophie secoue la tête, incrédule. Une inversion utérine? Mais, elle n'a pas accouché. Elle n'a jamais été enceinte. Je sais. Ce diagnostic était si rare qu'il figurait dans les manuels comme une curiosité médicale. Une légende presque. Une inversion utérine non puerpérale. Le fond de l'utérus se retourne et s'effondre vers le col, parfois jusqu'à sortir du vagin. Cela arrive dans un cas sur 2 millions. Presque exclusivement après un accouchement compliqué, avec une traction excessive sur le cordon. Mais Marion n'avait jamais accouché. Jamais été enceinte. Aucun traumatisme. Pourtant, son utérus s'était retourné comme un gant. Et le pire, c'est que personne ne savait vraiment comment c'était arrivé. Fut alors que les médecins ont compris une chose terrifiante. Ils étaient face à quelque chose qu'ils n'avaient jamais traité. Et vous, auriez-vous imaginé qu'un organe puisse se retourner comme un gant sans aucun trauma apparent? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez pensé à sa place. Le docteur Renaud convoque une réunion d'urgence avec toute l'équipe. Il est 18h30. La nuit tombe sur Paris. Dans la salle de réunion du service, les néons bourdonnent légèrement. Autour de la table, 3 gynécologues, 2 chirurgiens, un anesthésiste, une radiologue et 2 internes qui assistent en silence. Sur l'écran mural, les images IRM de Marion défilent. Chaque coupe est plus inquiétante que la précédente. L'inversion est complète, explique Sophie en pointant l'écran avec un stylo laser. Le fond de l'utérus est descendu jusqu'au niveau du col. Il y a un gros polype fibreux, ici, qui mesure environ 12 cm. C'est probablement lui qui a servi de point de traction. Mais regardez les vaisseaux. Elle zoome sur une zone rouge sombre. Ils sont complètement comprimés. Ça veut dire quoi? Que l'irrigation sanguine est compromise. Et si on ne fait rien dans les prochaines heures, on va avoir une nécrose tissulaire. Ou pire. Pire comment? Demande un des internes. Sophie le regarde droit dans les yeux. Hémorragie massive. Incontrôlable. Le silence s'installe, lourd. Le docteur Renaud croise les bras, le visage tendu. Les options. On en a 2. Chirurgie abdominale classique par laparotomie ou laparoscopie. Le docteur Mathieu Garnier, chirurgien viscéral, secoue immédiatement la tête. Laparoscopie sur une inversion complète? Éric, c'est du suicide. On n'a aucune visibilité avec des instruments laparoscopiques. Les structures anatomiques sont toutes déplacées. La vessie, les uretères, tout est anarchique. Un faux mouvement et on perfore un organe. Je sais les risques, Mathieu. Mais si on ouvre en grand, on augmente le temps de récupération, le risque infectieux, et surtout, on s'expose à des adhérences post-opératoires majeures. Cette femme a 34 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Si on massacre son pelvis, on lui retire toute chance de grossesse future. Sophie intervient, la voix calme mais ferme. Il y a un cas publié dans le Journal of Minimally Invasive Gynécologie. 2019, une équipe japonaise. Une patiente de 40 ans avec une inversion complète causée par un fibrome. Ils ont réussi la réduction par laparoscopie. Succès complet. Aucune complication. Mathieu lève les mains, exaspéré. Un cas, Sophie. Un seul cas dans toute la littérature mondiale. Et tu veux qu'on se base là-dessus pour prendre une décision aussi lourde? Et toi, tu veux qu'on lui ouvre le ventre sur 20 cm en sachant qu'on pourrait faire mieux? Le ton monte. Le docteur Renaud lève la main. Stop. On ne décide pas à l'émotion.
On pèse les risques. Il se tourne vers l'anesthésiste, le docteur Claire Moreau. Claire, ton avis? Elle réfléchit un instant. Anesthésie, les deux approches se valent. Mais je suis d'accord avec Eric. Si on peut éviter une laparotomie chez une patiente jeune, on doit essayer. Par contre, il faut qu'on soit prêt à convertir en ouvert si ça dérape. Et ça peut déraper très vite. Renaud hoche la tête. Alors voilà ce qu'on fait. On commence en laparoscopie. On évalue l'anatomie in situ. Si c'est gérable, on poursuit. Sinon, on convertit. Mais on se donne une chance. Il regarde chacun des membres de l'équipe. On est d'accord. Sophie acquiesce. Claire aussi. Mathieu soupire, mais finit par hocher la tête. D'accord. Mais je reste au bloc. Au cas où. Parfait. On programme pour 22 heures. Ça nous laisse le temps de préparer le matériel et de parler à la patiente. Marion, elle, n'a pas le choix. Elle ne sait même pas encore à quel point ce qu'elle a est grave. Quand le docteur Renaud entre dans sa chambre, elle est allongée, perfusée, le regard vide fixé au plafond. Sa sœur Camille est assise à côté d'elle, les mains jointes. « Marion, on doit vous parler. » Il s'assoit lentement à côté du lit. Prend une longue inspiration. « Vous avez quelque chose de très rare. Votre utérus s'est retourné. On appelle ça une inversion utérine. » Marion cligne des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Retourné? Mais, comment c'est possible? Il y a un gros polype à l'intérieur de votre utérus qui a tiré sur les parois. Petit à petit, le fond de l'utérus s'est affaissé, jusqu'à se retourner complètement. C'est extrêmement rare. Quelques centaines de cas dans le monde. Camille porte la main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Marion, elle, reste figée. Et, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous opérer. Ce soir. On va retirer le polype et remettre votre utérus en place. Et si vous ne pouvez pas? Le docteur Renaud hésite une fraction de seconde. On fera tout ce qui est humainement possible pour préserver votre utérus. Mais je dois être honnête avec vous, c'est une chirurgie complexe. Il y a des risques. Hémorragie, lésion d'organes voisins, conversion en chirurgie ouverte. Dans le pire des cas, si on ne peut pas contrôler les saignements, on devra retirer l'utérus. Les larmes coulent silencieusement sur les joues de Marion. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je voulais, un jour. Camille lui prend la main, la serre fort. Le docteur Renaud pose doucement sa main sur l'épaule de Marion. On va tout faire pour que ce jour arrive. Je vous le promets. Il se lève, ajuste sa blouse. Mais en sortant de la chambre, il murmure à Sophie dans le couloir. Prépare le bloc. Et prie pour qu'on ait raison. Parce que ce qui allait se passer dans cette salle d'opération, personne ne l'avait vraiment maîtrisé avant. Et l'horloge tournait. Bloc opératoire 3. 22h47. Les portes automatiques s'ouvrent dans un souffle pneumatique. Marion est déjà sur la table, endormie sous anesthésie générale. Les bras en croix, fixés sur les supports latéraux. Une sonde urinaire en place. Une ligne veineuse centrale au cou. 2 poches de sang en réserve, au cas où. Les écrans muraux affichent ses constantes en temps réel. Pouls, 98. Tension, 11/7. Saturation en oxygène, 99%. Tout semble stable. Mais l'équipe sait que ça peut basculer en quelques secondes. Le docteur Claire Moreau, anesthésiste, est assise à la tête de la table, les yeux rivés sur les moniteurs. Elle a posé sa main sur le bras de Marion, un geste presque maternel. On est prêt, Eric. Le docteur Renaud fait son entrée, main levée après le lavage chirurgical stérile de 10 minutes. Derrière lui, Sophie, le docteur Mathieu Garnier, et 2 internes. L'infirmière instrumentiste vérifie une dernière fois le plateau. Pince, trocar, optique laparoscopique, système d'aspiration, compresse, fil de suture. Tout est là. Mais l'atmosphère est étrange. Pesante. Personne ne parle. Chacun sait qu'ils sont sur le point de faire quelque chose que très peu de chirurgiens ont tenté. Renaud s'approche de la table, inspire profondément. On y va en laparoscopie.
4 trocars. Un ombilic pour l'optique, 3 auxiliaires. On insuffle, on évalue l'anatomie, et ensuite on décide de la suite. Sophie, tu es avec moi. Mathieu, tu restes en support. Si je demande une conversion, on passe en ouvert sans discussion. Compris. Les premières incisions sont faites. Le trocar principal pénètre l'abdomen au niveau de l'ombilic avec un léger bruit de succion. L'insufflation commence. Le ventre de Marion se gonfle lentement, créant un espace de travail. La caméra HD entre. Les écrans s'illuminent. Et là, sur l'écran 4K du bloc, dans une résolution presque irréelle, l'impossible apparaît. L'utérus est complètement inversé. Le fond, normalement au sommet de la cavité pelvienne, pend vers le bas comme un gant retourné. Entraîné par un énorme polype de près de 12 cm, rouge sombre, vascularisé, pulsant presque. Les ligaments ronds, qui soutiennent normalement l'utérus, sont tendus à l'extrême, prêts à se rompre comme des cordes de violon trop serrées. Les vaisseaux sanguins, comprimés et dilatés en amont, forment un réseau inquiétant, gorgé de sang sous pression. Sophie murmure. « Mon Dieu !» Un des internes recule instinctivement, comme si ce qu'il voyait sur l'écran pouvait le toucher. Le docteur Renaud reste immobile quelques secondes, les yeux rivés sur l'écran. Il a vu des centaines de chirurgies, des cancers, des hémorragies, des urgences vitales. Mais ça, jamais. On ne peut pas le laisser comme ça. Chaque minute compte. On commence par retirer le polype. Ça va libérer l'attraction. Ensuite, on tente la réduction manuelle. Les pinces laparoscopiques s'approchent lentement du polype. Chaque mouvement doit être millimétré. Un faux geste, une déchirure de vaisseau, et c'est l'hémorragie massive. Pince bipolaire, demande Renaud. L'infirmière lui tend l'instrument. Il coagule les petits vaisseaux qui irriguent le polype, un par un. Chaque contact provoque une petite fumée blanche sur l'écran. Le moniteur cardiaque émet des bips réguliers. Bip, bip, bip. Tension, demande Renaud sans quitter l'écran des yeux. 16e. Stable. Répond Claire. Pou. 105, ça monte un peu. Normal. Continue de surveiller. Sophie prend une autre pince. Ensemble, ils clampent la base du polype. On sectionne. Le bistouri électrique tranche net. Le polype se détache. Il est retiré par un des trocars auxiliaires, glissé dans un sac de récupération. Le moniteur cardiaque accélère légèrement. 110 BPM. 115. Tension. 16e. Ça tient. Bien. Maintenant, on passe à la réduction. C'est là que tout se joue. Sophie, tu prends le fond par le ligament rond gauche. Moi je tracte depuis la face postérieure. Mathieu, tu surveilles la vessie et les uretères sur l'écran latéral. Moindre anomalie, tu m'alertes. Compris. Les deux chirurgiens positionnent leurs instruments. Renaud saisit le fond de l'utérus avec une pince atraumatique. Sophie fait de même de l'autre côté. On y va. Doucement. Très doucement. Il tire. L'utérus résiste. Les ligaments sont raides, comme du cuir tanné. Plus de tension, dit Renaud. Sophie serre les dents, ajuste sa prise. Si on force trop, on déchire tout. Les ligaments, les vaisseaux, tout peut céder. Je sais. Mais si on ne force pas assez, il ne remonte jamais. Et on aura ouvert cette femme pour rien. Les secondes s'étirent comme des heures. Sur l'écran, millimètre par millimètre, l'utérus commence à bouger. Le fond remonte. Les ligaments se détendent imperceptiblement. La forme normale commence à réapparaître. Claire, à la tête de table, retient son souffle. Allez, allez. Puis soudain, un bip strident déchire le silence du bloc. Le moniteur cardiaque s'affole. 120, 135. 150, 160. Tension en chute. 8/5. Saignement actif, crie Sophie. Sur l'écran, un jet de sang rouge vif envahit la cavité abdominale. Un vaisseau a cédé sous la traction. Tout devient rouge. Aspiration. Compresse. Maintenant.
L'infirmière tend l'aspirateur. Le sang est évacué, mais il revient aussitôt. C'est une course contre le temps. Claire injecte en urgence des vasopresseurs par la ligne centrale. J'augmente les amines. Renaud plonge une pince hémostatique dans la zone, cherche la source à l'aveugle. Là. Artère utérine gauche. Il clampé. Le saignement ralentit, mais ne s'arrête pas complètement. Il y en a une autre. Sophie plonge une seconde pince. Clampée à son tour. Le sang s'arrête enfin. Le silence revient dans le bloc, lourd, suffocant, presque irréel. Les écrans se stabilisent lentement. 140 BPM. 125, 110. 100. Claire lâche un souffle tremblant. Tension remonte. 9 sixième. 17e. Sophie ferme les yeux une seconde, les mains encore tremblantes sur les instruments. On l'a. Renaud hoche la tête, le visage en sueur sous le masque. On suture les vaisseaux. Puis on finit la réduction. On ne s'arrête pas maintenant. Ils reprennent. Cette fois, avec une douceur infinie. L'utérus remonte. Les ligaments retrouvent leur place. La cavité pelvienne redevient reconnaissable. 30 minutes plus tard, tout est en place. L'utérus est redevenu normal. Renaud recule d'un pas, retire ses gants dans un geste lent, presque cérémoniel. On referme. Mais même en refermant, il sait une chose. Ce que Marion vient de traverser, presque personne au monde ne l'a survécu. 3 jours plus tard. Marion ouvre les yeux dans une chambre baignée de lumière douce. Les rideaux blancs flottent légèrement dans la brise qui entre par la fenêtre entr'ouverte. Sa sœur Camille est assise à côté d'elle, les yeux rougis, un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lit pas. « Tu es réveillée. » Marion sourit faiblement, la gorge encore sèche. « J'ai rêvé que j'avais survécu à un truc de fou. » Camille éclate en sanglots. Ce n'était pas un rêve. Marion tourne lentement la tête, regarde la perfusion dans son bras, les moniteurs éteints, le calme de la chambre. « Alors, je vais bien. »« Tu vas bien. » Le docteur Renaud entre peu après, un dossier sous le bras, accompagné de Sophie. « Bonjour Marion. Comment vous sentez-vous » Comme si un camion m'était passé dessus. Mais vivante. Il s'assoit au bord du lit, pose le dossier sur ses genoux. Vous avez survécu à quelque chose d'exceptionnel. Une inversion utérine complète, hors contexte obstétrical. Il y a moins de 200 cas décrits dans toute la littérature médicale mondiale. Et vous êtes l'une des très rares à avoir été traitée par laparoscopie avec succès. Marion écarquille les yeux, essaie de se redresser légèrement. Alors, c'était vraiment grave. Oui, très grave. Vous avez failli faire une hémorragie massive pendant l'opération. On a réussi à contrôler. Mais c'était limite. Sophie ajoute doucement. Votre utérus est intact. Il fonctionne normalement. Vous pourrez encore avoir des enfants, si vous le souhaitez un jour. Les larmes coulent sur les joues de Marion. Pas de peur cette fois. De gratitude pure. Merci. Merci d'avoir essayé. Merci de ne pas avoir abandonné. Renaud sourit, un sourire fatigué mais sincère. On ne vous a pas laissé le choix. Marion reste hospitalisée encore une semaine. Chaque jour, elle reprend des forces. Apprend à remarcher sans douleur. Redécouvre son corps, comme neuf. Le jour de sa sortie, elle s'arrête devant le bloc opératoire, les yeux levés vers les portes closes. Elle pense à tout ce qui s'est passé derrière ces portes. À ses mains qui l'ont sauvée. Plus tard, en quittant l'hôpital, Marion regarde le ciel de Paris. Elle pense à toutes ces femmes dans le monde qui souffrent en silence. Qui pensent que c'est normal. Que ça va passer. Elle a failli mourir. Mais elle a aussi compris quelque chose de fondamental. Que le corps humain est fragile. Qu'un organe peut se retourner sans crier gare. Que la médecine, aussi avancée soit-elle, marche parfois sur un fil. Et que chaque vie sauvée est un miracle construit à main nue. Aujourd'hui, Marion donne des conférences dans les hôpitaux. Elle raconte son histoire. Non pas pour faire peur, mais pour rappeler une chose essentielle. Écoute ton corps.
Insiste. Ne laisse personne minimiser ta douleur. Parce qu'un jour, cette douleur pourrait raconter l'histoire la plus incroyable de ta vie. La médecine a remis un organe en place. Mais c'est Marion qui a eu le courage de survivre. Et toi, tu veux découvrir d'autres histoires médicales aussi rares et bouleversantes? Clique maintenant sur la playlist à l'écran. Je te promets, tu ne vas pas en croire tes yeux.